Bonjour, bienvenue à cette capsule Faire de la géographie autrement pour le cours PED 3756 didactique des sciences humaines et sociales à l'élémentaire. Alors, je dis une fois de plus merci à ma collègue Chantal Derry à l'Université du Québec en Outaouais. C'est vraiment son champ d'expertise, la didactique de la géographie, donc elle m'a beaucoup appris à ce sujet-là. Et il y a quelques diapositives aussi qui ont été préparées avec mon conjoint Vincent Boutonnet à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, la première chose qu'il faut se poser comme question quand on pense à la didactique de la géographie, à l'enseignement de la géographie, c'est de se demander qu'est-ce qu'on imagine, nous, à quoi on pense quand on pense à un cours de géographie. Et pas pour tout le monde, mais très souvent, on imagine une classe à travers laquelle on apprend par cœur des villes, des capitales, des lieux à localiser sur une carte géographique, alors que la géographie a beaucoup évolué. Et là, je ne vais pas vous lire au complet le tableau suivant. Vous avez la source de toute façon, mais ce qui est intéressant de ce tableau-là, c'est que ça démontre à quel point la géographie est une discipline beaucoup plus variée, même au niveau scolaire, que celle qu'on s'imagine très souvent, ou que à laquelle beaucoup de gens pensent quand il est question de géographie. On aborde beaucoup de problématiques, on se questionne sur ces problématiques-là, donc on va aller beaucoup plus loin qu'un simple apprentissage de lieux sur des cartes. Et c'est des thèmes qui sont importants dans la vie quotidienne des enfants, des adolescents, donc des thèmes qui vont pouvoir transférer aussi pour comprendre et poser un regard critique sur le monde qui les entoure. Donc la géographie, elle est partout. Je suis certaine que vous voyez plusieurs des thèmes qui sont là, puis vous n'auriez pas nécessairement pensé à ça en termes de ce qu'on fait en géographie, mais oui, ce sont toutes des questions qui intéressent les géographes au niveau universitaire. Et donc quand on va faire une transposition didactique, donc quand on va enseigner ça au niveau surtout élémentaire, on n'ira pas dans la profondeur des problématiques telles que les géographes vont le faire, mais on va tout de même se poser des questions par rapport à ces questions-là. Donc, je vous suggère vraiment de bien regarder tous les éléments, d'aller faire des recherches s'il y en a qui vous intéressent plus ou que vous connaissez moins. Vous pouvez faire pause sur la vidéo ou encore aller consulter. Vous savez que sur le Blackboard, vous avez accès à la version de ce diaporama sans le son. Donc, comme je vous ai dit, la géographie, c'est une discipline qui a évolué. Avant, on appelait la géographie plus traditionnelle, la géographie vidalienne. Bon, vous n'avez pas besoin de connaître ces termes-là. C'est plus si vous faites des recherches en ligne pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc, on avait vraiment une géographie qui était un petit peu plus liée à la géographie physique et à une géographie aussi d'apprentissage de cartes. Ces éléments-là ne sont pas disparus, mais on va passer plutôt à une géographie qui est devenue plus problématisée, donc qui part de problèmes, un peu comme on fait en histoire. Donc, on va partir de problèmes et on va s'intéresser aux personnes, aux sociétés humaines, à leur rapport sur le territoire, comment ils s'installent, comment ils utilisent l'espace. Donc, on n'est vraiment plus dans le descriptif, mais vraiment dans la résolution de problèmes. Donc, au-delà d'une géographie carte du monde, on va évoluer vers une géographie qui va chercher à mieux comprendre les territoires, comment les gens s'y installent, quels choix sont faits au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, et comment le territoire a une importance par rapport à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans une classe de géographie? C'est quoi l'intention? D'abord, rappelez-vous, dans votre programme en Ontario, c'est surtout le domaine B qui est visé à l'élémentaire par les notions de géographie. On veut développer la conceptualisation. On va avoir un cours complet, le cours 9, on va s'intéresser à la conceptualisation, vous donner des exemples de ce qu'on peut faire en classe. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, conceptualiser. Mais je vais vous en donner juste un peu plus loin, là, un exemple plus particulier dans ce diaporama. On veut acquérir des connaissances géographiques. Donc, oui, cet apprentissage des lieux, des capitales, des villes importantes, elle n'est pas exclue d'un cours de géographie, mais ce n'est pas l'unique objectif des cours de géo. On veut amener l'élève aussi à observer son milieu, surtout les tout petits. C'est vraiment, comme vous avez vu dans l'autre capsule que vous avez écoutée normalement avant, donc Chantal Derry qui vous expliquait comment observer le milieu, se situer dans l'espace. C'est les premières choses qu'on fait avec les tout petits pour les amener à bien comprendre, à développer ce sentiment
se comprendre, de comprendre l'espace qu'ils occupent dans l'espace pour pouvoir, l'espace qu'ils occupent dans l'espace, de comprendre l'espace qu'ils occupent sur le territoire pour pouvoir graduellement se détacher d'eux-mêmes, puis faire de la géographie un petit peu plus comme on se l'imagine. Utiliser des outils cartographiques, donc utiliser des cartes, des schémas, des plans. Ça fait partie de ce qu'on fait à l'école et on veut développer une pensée géographique. Donc, à quoi on fait appel dans vos cours, c'est vraiment les concepts de la pensée critique. Je vous rappelle, vous pourrez retourner voir votre cours 3, particulièrement là, les premières diapositives où on voyait ce qui était en lien avec le domaine B, mais quand on amène les élèves à se poser des questions sur les constances, les tendances, les interrelations, donc on est en train de faire de la pensée géographique. Donc, développer la conceptualisation. On peut utiliser une carte du Canada avec des boîtes pour distinguer pays, province, ville. On pourrait rajouter région aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir une très grande boîte. Je veux conceptualiser que les territoires ont différentes grandeurs. Hein, parce que des fois, par exemple, l'exemple qu'on donne souvent, il y a la ville de Québec, il y a la province de Québec. Il y a la région de Québec. Pour les élèves, ça devient beaucoup de concepts à maîtriser. Donc, pour les aider quand ils sont plus jeunes à comprendre qu'est-ce qui s'imbrique dans quoi, cette idée de boîte peut être intéressante. Donc, je vais avoir, par exemple, là, sur l'image, c'est Chantal Derry. Elle montre à des enfants une grande boîte sur laquelle il y a un drapeau du Canada. Et elle a préparé des plus petites boîtes pour chacune des provinces avec le drapeau. Et elle va inviter les élèves à aller classer des villes, par exemple, dans chacune de ces petites boîtes. Donc, vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'imbrique les uns dans les autres pour le territoire. On avait aussi l'idée d'acquérir des connaissances géographiques. Mais si on parle de faire de la géographie autrement, ce n'est pas simplement d'observer une carte et de repérer des endroits ou de les apprendre par cœur. Donc, on veut amener les élèves à développer ces notions-là, mais autrement. Et puis, des connaissances géographiques, c'est aussi le climat, le relief, etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire au primaire? J'aimais bien cette activité. C'est l'idée de prendre un animal. Donc, vous donnez un animal à chacun des élèves de votre classe. Vous allez cibler des animaux qui proviennent de différents milieux. Vous pourriez cibler des animaux dans les différents climats canadiens, par exemple, quand on s'intéresse à la géographie canadienne. Donc, je cible des animaux qui se retrouvent dans les différents climats canadiens et je vais demander aux élèves de faire une recherche sur cet animal-là pour mieux comprendre le milieu naturel dans lequel il se trouve. Et ça va me permettre, en faisant cette activité-là, qui risque de les intéresser plus parce qu'elle est plus concrète, de travailler la définition des mots, de travailler avec l'atlas parce qu'ils vont devoir aller chercher des informations. Et je peux aussi, comme vous allez voir dans les pages suivantes, donner une banque d'images et de photos liées à leur milieu naturel. Je peux offrir aussi une banque de mots de vocabulaire. Donc, faire des choses un peu différentes. Donc, regardez ici, quand je vous disais une banque de mots, donc je peux déjà avoir parti un tableau, puis les élèves vont devoir associer à un des climats ou à un des milieux naturels les mots qui conviennent à chacun de ces milieux-là. Et ici, ce que j'aimais bien, c'est toujours la même activité, mais je veux aller travailler les hypothèses. Donc, avant même de dire à mon élève qu'il va travailler tel animal dans tel milieu naturel, je vais juste lui donner son animal. Souvent, l'élève va reconnaître l'animal. Si je lui donne un koala, par exemple, il va connaître l'animal. Et là, je vais lui demander de faire des hypothèses. On vous demande souvent de faire ça dans ce cours-là. Donc, je pense que cet animal vit dans le milieu suivant parce que... Et là aussi, je peux déjà avoir... regarder les différents milieux avant avec les élèves. Donc, les élèves vont avoir fait leur hypothèse et je sais déjà ce qu'on peut trouver un peu dans ce milieu-là. Et une fois qu'ils vont avoir fait leur recherche, peut-être qu'ils auront conservé leur hypothèse ou peut-être qu'ils auront infirmé leur hypothèse, donc ils se seront rendus compte qu'ils se sont trompés par rapport au milieu naturel où habite l'animal. Mais qu'ils se soient trompés ou pas, ils vont avoir appris des choses nouvelles sur le milieu naturel en question, donc ils vont se sentir plus à l'aise. Et puis là, je peux leur demander de faire un dessin. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, l'enseignante, elle a distribué le petit animal qui était découpé, puis elle a dit à l'élève, dessine le milieu naturel de l'élève. Donc, à gauche de l'animal, à gauche, vous retrouvez
le milieu naturel hypothétique. Donc, quand l'élève s'est imaginé où est-ce qu'il a mis son hippopotame ou son kangourou, donc c'est les images de gauche, c'était la première. Ce qui est intéressant, si vous regardez l'hippopotame en haut, vraiment l'élève, il s'est imaginé le zoo, hein, parce qu'on voit la clôture, on voit le tout petit étendue d'eau. Donc, une fois qu'il a fait sa recherche, de refaire le dessin maintenant et de situer son animal, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements. Si je demande aux élèves, si je veux les amener à observer le milieu. Donc, on va questionner le paysage. On peut avoir différentes choses qu'on peut faire. On peut regarder les représentations des élèves à partir de photos. Donc ça, on l'a déjà fait aussi en classe, des paysages avant et après. Donc, qu'est-ce qui était là au temps de tes grands-parents? Qu'est-ce qui sera là quand toi, tu seras grand-parent? Donc, on se demande aussi le changement et la continuité, mais on amène l'élève à réfléchir à l'aménagement du territoire dans le futur aussi. Observer et dessiner un paysage, on peut aller à l'extérieur, on peut amener les élèves à vraiment regarder autour d'eux, parce que des fois on vit dans le milieu, mais on n'observe pas tous les éléments. Donc le fait de devoir le dessiner, de devoir identifier et d'une certaine façon schématiser ce qu'ils voient devant eux, ça les force à regarder tous les éléments du territoire. On peut aller voir le paysage dans le passé et les classer en ordre, donc une certaine ligne du temps ou corde à linge du temps, ce qu'on a déjà vu en classe aussi. On peut voir, si on ne l'a pas vu encore en classe, on le fera là, sous peu pour ceux avec qui je n'ai pas fait ce cours. Des points de vue sur l'évolution du paysage, on peut avoir des invités en classe aussi, des invités qui ont vécu différentes périodes avant et après l'installation d'une usine ou même avant ou après l'installation du Walmart. Des choses comme ça qu'on peut faire. On peut faire une exposition, un musée pour montrer les différents milieux qu'on a observés. Donc, plusieurs options qui s'offrent à nous. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Donc, pour se situer dans l'espace, je vous suggère d'aller consulter le site en bas, c'est la Canadian Geographical Association. Ce que ça vous permet, cette association-là, c'est vraiment d'aller louer des cartes à grande échelle. C'est des pas à grande échelle, pardon, des très grandes cartes. C'est des cartes géantes sur lesquelles il est possible de marcher. Donc, souvent, ça va vous demander soit d'avoir préalablement modifié votre classe ou d'avoir loué un local un peu plus grand comme le gymnase, par exemple. Donc, on va faire une activité. Ces cartes-là sont à louer. Je ne crois pas qu'il y ait des frais engendrés ou les frais sont assez minimes. Donc, vous pourrez aller consulter le site. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vivre à l'élève de marcher sur la carte. Donc, on va lui demander si on est sur la grosse carte du Canada, on va où est-ce qu'il fait le plus chaud selon toi? On va dans ta province. On va aller regarder où est-ce que se situent les communautés autochtones. Donc, on va vraiment amener l'élève à se déplacer sur la carte. Et ça, c'est une activité qui, en général, est vraiment très appréciée. Donc, vous pouvez aller visiter le site qui est inscrit là, juste en bas de la page ici. Il y a des outils cartographiques qui sont disponibles en ligne. Vous avez Scribble Maps qui est ici. Il y a une version maintenant qui a été faite qui s'appelle le cartographe. C'est encore à partir du site du Récit de l'Univers social. Donc, le Récit de l'Univers social au niveau Québec qui a développé la ligne du temps qu'on a vu ou qu'on va voir en classe. Ils ont aussi développé le cartographe qui est l'équivalent, qui part aussi de Google Maps. Et à partir de là, je vais amener les élèves à créer, par exemple, un chemin. Puis ce que ça me permet, ces outils-là, c'est de partir d'une carte qui est visible aux élèves à partir d'une vue satellite et de les amener à en faire un plan de leur quartier, par exemple. Donc, des outils intéressants pour aider les élèves à comprendre les cartes, mais aussi à se situer. Et à apprendre les distances, à apprendre les cartes, à développer leur compréhension de l'échelle sur une carte, etc. Poser des questions géographiques. Hein? On se dit, ben c'est compliqué avec des élèves tout petits, mais pas nécessairement. Donc, c'est l'heure de la collation. D'où est-ce qu'elle vient, ma pomme, mon orange, etc. Simplement, ici, on a une page d'une circulaire. Donc là, je peux voir qu'il y a les poireaux viennent du Québec, mais j'ai des raisins qui viennent, je crois, des États-Unis. Des fois, on en a du Chili, donc du Mexique ici. Donc, on peut aller voir
d'où viennent les différents fruits, les mettre sur la carte. Donc, une façon originale de poser des questions géographiques et de se demander aussi, hein, donc si on a des élèves un peu plus vieux, mais déjà à un jeune âge, on peut se demander, mais est-ce qu'à une autre époque, en hiver, je pouvais manger un pamplemousse, oui ou non? Pourquoi? Pourquoi on peut faire ça maintenant? C'est quoi l'impact aussi sur l'environnement de manger des fruits qui viennent d'ailleurs et qui sont donc transportés à grands frais? Je peux aussi partir de leurs vêtements. Où est-ce qu'ils sont fabriqués? Comment ils sont transportés jusqu'ici? Pourquoi des vêtements d'hiver? Hein? Pourquoi nos manteaux d'hiver, pantalons de neige, tout ça, c'est fabriqué dans des pays chauds? Pourquoi même les drapeaux qu'on vend au Parlement du Canada sont faits en Chine? Donc, celui-là sera à vérifier, là, mais souvent, c'est le cas là, dans les boutiques souvenirs, des produits touristiques qui sont fabriqués dans un autre pays. Donc, se poser des questions pourquoi, ça amène déjà à réfléchir sur la mondialisation. J'avais aussi une activité que j'avais faite, c'était avec des secondaires 2, donc des 8e années, mais ça avait vraiment intéressé les élèves et je pourrais sûrement essayer de le retrouver. C'était une activité à partir duquel on regardait le chemin qui avait été faite par une poupée Barbie avant qu'elle arrive dans un magasin au Canada. Donc, toutes les étapes, tous les matériaux déjà, donc les matériaux qui provenaient d'un peu partout dans le monde, qui étaient aussi transformés un peu partout dans le monde, assemblés à quelque part d'autre, transportés à une première usine pour un emballage. Et donc, finalement, la poupée Barbie, avant d'arriver à la maison d'un enfant, elle avait voyagé un peu partout. Donc, ça avait beaucoup intéressé les élèves, puis ça amenait de façon concrète à comprendre un peu mieux la mondialisation. Donc, d'autres choses, ça provient vraiment de Chantal Derry, là. Donc, de l'inspiration qu'elle avait en vrac. Elle disait, ben, je peux partir d'un roman, mais je peux partir d'une bande dessinée, là. Elle donne Tintin. Je peux partir d'un texte, et puis je vais aller travailler le vocabulaire géographique, même devant, derrière, plus loin. Aussi, regarder les climats qui sont là, les différents pays. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire auxquelles on ne pense pas nécessairement d'instinct, mais qui nous permettent d'aller travailler le vocabulaire géographique. Et celle-là, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous offrez aux élèves des petites cartes postales, mais il n'y a pas l'image. Donc, il faut lire la description. Il y a toute la description. Il y a quelqu'un qui est en train de dire « Ah, je suis en train de visiter tel lieu, j'y vois ça, je vois ça, il fait chaud ou il fait froid. » Donc, il y a une description. Et puis là, soit vous demandez aux élèves de dessiner, ou soit vous offrez plusieurs photos qui viendraient de différentes cartes postales et vous leur demandez de sélectionner laquelle correspond à la description qu'ils viennent de lire. OK, derniers petits éléments. Ce que j'aime bien... Pardon, j'ai un petit rhume. Donc, ce que je vous encourage à faire aussi, peut-être avec des élèves au niveau plus moyen, intermédiaire, donc un peu plus vieux, c'est réfléchir aussi aux cartes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, on ne réfléchit pas à comment sont construites les cartes, mais en fait, quand on regarde une carte, un globe terrestre, tout ça, c'est une construction, c'est-à-dire la façon dont c'est présenté, et particulièrement les cartes qui sont aplanies. Donc là, on a la projection Mercator, c'est celle qu'on voit le plus souvent quand on voit une carte qui a été mise à plat, hein, parce que la Terre, elle est ronde. Alors, quand on veut montrer une image plane, ça crée des déformations. Dans le cas de la projection Mercator, le pôle sud et le pôle nord, et tout ce qui est proche apparaît beaucoup plus grand que ce qui devrait l'être. Donc, le Groenland, par exemple, et donc le nord du Canada ou de la Russie sont beaucoup plus grands sur la carte qu'ils ne le sont dans la réalité. Et c'est l'effet de devoir aplanir cette carte. Donc, si on regarde une autre projection qui, elle, a été faite pour amoindrir ce défaut de la première, donc la projection Gall-Peters, on voit ici à quel point le Canada, finalement, oui, c'est gros le Canada, mais tout à coup, ça l'est un peu moins. Et surtout le Groenland qui vient de réduire. Et qu'est-ce qu'on voit qui est vraiment plus important en termes de grandeur? C'est l'Afrique. Et donc, il y a beaucoup de géographes qui disent que cette illustration-là, cette projection-là, elle est plus réaliste, même si elle n'est pas parfaite. Donc, elle est plus réaliste que la projection Mercator. Pourtant, on voit toujours plus souvent celle-ci.
Donc, il y a plusieurs questions qui peuvent venir avec ça, surtout considérant que là, ici, le poids de l'Afrique est beaucoup plus important. Donc, pourquoi on choisit une carte dans laquelle le poids de l'Afrique est plus petit? Et là, finalement, si celle-là est plus réaliste, pourquoi on n'adopterait pas celle-ci? Les cartes aussi, vous en avez d'autres. Si on prend le point central, très souvent, on prend l'Europe. Donc, l'Europe qui est au centre, encore une fois sur celle-ci, l'Europe qui est le point central. Mais si on prend un monde centré sur l'Amérique, vous avez celle que vous avez au bas, ici. Donc, le centre de ma carte, c'est l'Amérique. On voit certaines fois, on voit cette carte-là. On pourrait aussi avoir le monde centré sur le Pacifique. Donc, là aussi, on a une projection qui est différente. Et celle-là, bon, je la trouvais intéressante. C'est le monde centré sur New York. Donc, le centre de la carte, c'est la ville de New York et tout le reste vient autour. Donc, vous voyez bien que les cartes sont une construction parce qu'on pourrait prendre le globe terrestre de n'importe quel côté pour partir pour faire une carte aplanie. Celle-là aussi, elle est intéressante. Elle vient nous refaire penser. Et là, c'est l'orientation qui a changé. Hein. Normalement, on a une carte dont l'orientation est nord. Donc ici, on a une carte dont l'orientation est sud. Et donc, ça nous met l'Australie. Hein, les gens en Australie, ils n'ont pas la tête à l'envers. Donc, l'Australie qui est maintenant dans le haut de la carte, puisqu'on a une orientation sud, et donc on a l'impression que les noms sont écrits à l'envers, mais dites-vous que les Australiens n'ont probablement pas cet avis. La représentation spatiale. Pardon pour la petite pause. Donc, la représentation spatiale. Ce qui arrive aussi avec les cartes qui sont vues de haut, ça peut être difficile pour les élèves de comprendre certains aspects. Et là, peut-être même vous serez mêlés parce que je vais vous dire ici où ça fait longtemps, ou bien vous n'avez pas nécessairement vu ça là, dans vos cours de géographie. Mais si on regarde ici cette carte, on voit le Québec, l'Ontario et on voit le Saint-Laurent et les Grands Lacs. Et là, on a une réponse d'élève à la question « Indiquez dans quel sens coule le fleuve Saint-Laurent ». Et là, il a mis la flèche vers le bas. Et c'est notre, pour beaucoup d'entre nous, pas tous, mais c'est la réaction qui semble que le fleuve s'en va dans ce sens-là. Mais c'est une erreur, c'est parce que on part d'une représentation aplanie de la Terre, et donc on confond vraiment le sens de l'eau. Alors, sachez, si vous ne le saviez pas, que l'eau du fleuve Saint-Laurent coule dans l'autre sens. Il part des Grands Lacs pour se rendre jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, quand je regarde la carte, si je demande aux élèves, vous pourrez faire l'expérience, très souvent, c'est leur première réaction. Comme on dit souvent qu'on monte de Montréal à Québec, et ça aussi, ça vient d'une erreur géographique. Donc, qu'est-ce qu'on veut regarder? On veut regarder dans quel sens va l'eau et comment on peut aider les élèves à comprendre ça. Donc, ici, j'ai une vue de profil. Là, vous voyez, vous avez les Grands Lacs que vous voyez à plat sur l'autre. Donc, on se rend bien compte ici que l'eau est plus élevée quand on est dans les Grands Lacs et que graduellement, l'élévation diminue jusqu'à ce qu'on se rende dans le golfe du Saint-Laurent, puis dans l'océan. On a une autre vision aussi où là, ça te paraît beaucoup plus clair. Donc, on veut rechercher l'amont et l'aval, si vous avez déjà entendu ces mots-là. Donc, quand on est en amont, on est dans le plus haut, et quand on descend en aval, on descend vers l'océan. Donc, une règle facile, moi, souvent que je disais aux élèves, c'est en amont, mont comme montagne, je suis plus haut, et en aval, comme avaler, ou encore la vallée, hein, les vallées qui sont plus basses. Une autre façon de questionner ça, bien là, c'est d'utiliser le point de vue historique. Regardez l'Ontario ici, c'est l'ancien Haut-Canada, donc vous l'avez en vert. Donc le Haut-Canada, qui semble plus bas en fait quand on regarde une carte comme ça, mais c'est parce que c'est lié
au sens de l'eau, donc dans lequel l'eau coulait. Donc, le Haut-Canada, qui est l'Ontario actuel, et le Bas-Canada, qui est le Québec, parce qu'en fait, le Québec est plus bas. Ah, vous l'avez ici encore une fois, amont et aval. Et là, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je voudrais aller vous montrer ce site-là qui vous montre le sens de l'eau dans les bassins versants. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir, et là, vous pouvez aller. Donc, on a ici les fameux bassins versants du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Donc, on voit vraiment le sens de l'eau et toutes les rivières vont dans ce sens-là. Si on prend ici ce qui est pour la baie James et la baie d'Hudson, voici le sens de l'eau de toutes les rivières et cours d'eau du Canada qui sont à cet endroit-là. Regardez ici au niveau de l'océan Pacifique. Donc ça, c'est la carte des bassins versants. Ça vous montre vraiment dans quel sens l'eau se dirige dans les différentes régions du Canada. Donc, ça met fin à notre capsule. Merci.